Bonjour, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 10, les propriétés périodiques. Alors, tout comme les configurations électroniques, les propriétés physiques et chimiques des éléments varient périodiquement lorsqu'on se déplace dans le tableau périodique. Dans cette section, nous verrons comment évoluent 5 propriétés périodiques pour les éléments représentatifs, en commençant par la plus importante, la charge nucléaire effective. Alors, la charge nucléaire effective est définie comme étant la charge nucléaire corrigée ressentie par un électron de valence en tenant compte de ce qu'on appelle l'effet d'écran. Alors, considérons ici un atome, on a donc le noyau et ici on a un électron de valence et entre l'électron de valence et le noyau, on a un électron de Kerr ici. Alors, la charge perçue par l'électron de valence, la charge perçue du noyau va être partiellement bloquée par l'électron de Kerr, qui est donc à mi-chemin entre l'électron de valence et le noyau. Alors, cet effet-là, on appelle ça l'effet d'écran. Les électrons de Kerr forment donc un écran partiel à l'attraction qu'exerce le noyau sur les électrons de valence. Okay? Donc, l'effet d'écran va surtout dépendre du nombre d'électrons de Kerr. C'est sûr que les électrons de valence vont contribuer aussi à cet effet, mais comme ils se trouvent sur le même niveau d'énergie, l'effet d'écran qu'ils vont générer va être beaucoup plus faible. Alors, comment évolue la charge nucléaire effective quand on se déplace dans le tableau périodique? Alors, considérons le lithium ici. Donc, un élément de la famille 1A. Le lithium a 3 électrons, donc 3 protons dans son noyau. Et on a donc configuration électronique 1s2, 2s1. Alors, l'électron dans la 2s, la force nucléaire qu'il va ressentir, au lieu d'être 3 protons, compte tenu que j'ai 2 électrons de Kerr, il va essentiellement percevoir une charge nucléaire de 1 proton, okay, à cause de l'effet d'écran généré par les électrons de Kerr. Tandis que si je me déplace à droite dans le tableau périodique et si je considère le fluor, qui est l'élément numéro 9, il y a donc 9 protons dans le noyau et configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p5. J'ai donc 7 électrons de valence et 2 électrons de Kerr. Alors, compte tenu que c'est surtout les électrons de Kerr qui bloquent la charge nucléaire du noyau, ben, les électrons de valence qu'on a dans le fluor vont essentiellement percevoir une charge nucléaire de 7 protons. Donc, les électrons de valence dans le cas du fluor perçoivent une charge nucléaire qui est beaucoup plus élevée que l'électron de valence dans le cas du lithium. Okay? Alors, cette tendance-là est vraie pour toutes les périodes du tableau périodique. En fait, à chaque fois qu'on parcourt une période de la gauche vers la droite, compte tenu que le nombre de protons augmente, tandis que le nombre d'électrons de Kerr reste identique, la charge nucléaire effective va augmenter de façon progressive de la gauche vers la droite. Okay? Donc, plus on va à droite dans une période du tableau périodique, plus les électrons de valence sont retenus par le noyau, plus ils vont ressentir une charge nucléaire élevée. OK, maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on parcourt une famille du haut vers le bas? Alors, puisqu'on étudie les configurations électroniques, on sait que quand on descend le tableau périodique, on augmente la valeur de n sur les orbitales qu'on remplit en dernier. Okay? À chaque fois que n augmente, on sait que la taille des orbitales augmente aussi. Donc, les électrons de valence se trouvent de plus en plus éloignés du noyau. Okay? Et puisqu'on sait que la force électrostatique dépend de la distance, en fait, elle diminue très rapidement quand on augmente la distance, eh bien, la charge nucléaire effective va diminuer quand on descend le tableau périodique. Okay? Donc, autrement dit, là, la tendance
dans une famille pour la charge nucléaire effective va être faible en bas du tableau périodique et augmenté quand on monte dans le tableau périodique. Alors, bien important de comprendre cette première propriété périodique-là, puisque les autres en dépendent littéralement. La deuxième propriété périodique, c'est le rayon atomique. C'est parfois difficile de déterminer le rayon atomique d'un atome pris de façon isolée, sachant que les électrons sont dans des orbitales atomiques là, qui représentent une probabilité de présence. Alors, on a besoin d'une définition précise qui va nous permettre de déterminer un rayon de façon systématique pour tous les atomes du tableau périodique. Alors, la définition, on va utiliser une molécule diatomique et la moitié de la distance qui sépare les noyaux entre les atomes d'une molécule diatomique va nous donner ce qu'on appelle le rayon atomique. D'accord? Et le rayon atomique va avoir une influence majeure sur plusieurs propriétés physiques, notamment la masse volumique, la température de fusion, la température d'ébullition et la dureté, et etc. En fait, là, ce qu'on peut voir ici, là, on a un schéma qui montre la tendance des rayons atomiques dans le tableau périodique pour les éléments représentatifs. Et on voit clairement là, que la tendance, elle augmente, donc la droite vers la gauche dans une période et du haut vers le bas dans une famille. Okay? Donc, c'est la tendance inverse de la charge nucléaire effective. Donc, les éléments les plus volumineux du tableau périodique se trouvent en bas à gauche, tandis que les éléments les plus petits du tableau périodique sont en haut à droite, avec l'hélium, dont on peut voir la valeur ici là, du rayon atomique, 31 picomètres. Picomètre, je vous rappelle que c'est 10 à la moins 12 mètres. Alors, pour résumer, le rayon atomique est déterminé en grande partie par la force électrostatique qui retient les électrons des couches périphériques, donc les électrons de valence, autour du noyau. Et puisqu'on sait que la charge nucléaire effective augmente de la gauche vers la droite, eh bien, le rayon atomique, lui, va diminuer de façon proportionnelle. Alors, troisième propriété périodique, l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est défini comme étant l'énergie à fournir. On va exprimer ça en kilojoules par mol pour arracher un électron d'un atome ou d'un cation à l'état gazeux. Alors ici, on a l'équation qui représente la I1, c'est-à-dire l'énergie de première ionisation. Alors, on doit fournir une certaine énergie I1 en kilojoules par mol pour arracher une mole d'électrons d'une mole de l'élément X à l'état gazeux. On peut noter ici que l'énergie d'ionisation est toujours un processus endothermique. Et pour les éléments polyélectroniques, on va pouvoir distinguer l'énergie de première, l'énergie de deuxième et l'énergie de troisième ionisation, etc., jusqu'à temps qu'on ait arraché tous les électrons. Donc, par exemple, ici pour le lithium qui contient 3 électrons, donc ici, c'est la transformation qui correspond à la I1. Donc, l'énergie à fournir pour arracher le premier électron de valence du lithium pour former le cation lithium+. Donc, on voit que ça va coûter 520 kJ par mol pour faire cette transformation-là. Une fois que j'obtiens le lithium+, là, il faut que je fournisse 7300 kJ par mol pour obtenir le lithium 2+. C'est donc la deuxième énergie d'ionisation. Et enfin, là, si j'ai lithium 2+, et je veux arracher le dernier électron qui reste, ça va me coûter 11 815 kJ par mol. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que
les énergies d'ionisation augmentent progressivement, là. Donc, I1 est plus petite que la I2, qui est plus petite que la I3. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'arracher des électrons au fur et à mesure qu'on les arrache. Et cette tendance-là est vraie pour tous les éléments du tableau périodique. Maintenant, une chose importante à distinguer, c'est ce qu'on appelle l'ionisation inverse. Alors, par exemple, ici, lithium 2+, plus électron donne lithium+. Alors, ça, c'est simplement une énergie d'ionisation qui est inversée. En fait, dans ce cas-ci, c'est l'inverse de la I2. Donc, cette transformation-là, au lieu d'être endothermique, puisque la réaction a été inversée, elle va devenir exothermique. Donc, le delta H que je vais calculer pour cette réaction-là, je vais prendre la valeur négative du I2 et ça va me donner donc, selon le tableau, moins 7300 kJ par mol. Okay? Alors, si les énergies d'ionisation sont toujours des processus endothermiques, à ce moment-là, les réactions inverses, les énergies d'ionisation inverses sont toujours également des processus exothermiques. Parlons maintenant de la tendance de la première énergie d'ionisation lorsqu'on se déplace dans le tableau périodique. Alors, on a déjà vu que quand on va de la gauche vers la droite dans une période, la force attractive qui est exercée sur les électrons de valence augmente. Les électrons de valence deviennent de plus en plus retenus par le noyau. Alors, l'énergie de première ionisation va également augmenter. Alors, tendance pour la I1 va suivre la tendance de la charge nucléaire effective. Autrement dit, les éléments qui sont en haut à droite du tableau périodique, les non-métaux, pour ces éléments-là, il va falloir fournir plus d'énergie pour arracher un électron de valence. Tandis que les éléments qui sont en bas à gauche du tableau périodique, les métaux, ces éléments-là, le coût énergétique va être beaucoup moindre pour arracher un électron de valence puisque les électrons de valence sont beaucoup moins retenus. Autre chose à considérer, on observe un grand saut entre les énergies d'ionisation qui correspondent à l'arrachement des électrons de valence versus aux électrons de cœur. Alors, par exemple, ici, j'ai répertorié les 5 premières énergies d'ionisation pour 3 éléments, sodium, magnésium, aluminium. Dans le cas du sodium, l'Ai1 est de 495,9 kJ par mol. L'Ai2 est 4560, ce qui est environ 10 fois plus que la I1. La I3 est de 6900, ce qui représente environ 50% de plus que la I2. Donc, ici, on remarque qu'il y a un grand saut entre la I2 et la I1. Et ce grand saut-là nous indique le passage de l'arrachement des électrons de valence, la I1, aux électrons de cœur, la I2, et ainsi de suite. Alors, simplement en regardant les valeurs des énergies d'ionisation, on peut déterminer le nombre d'électrons de valence d'un élément. Si je regarde pour le magnésium, ben là, je vois que le grand saut entre les énergies d'ionisation s'effectue entre la I2 et la I3. Alors, on va pouvoir dessiner comme ça un petit escalier qui va nous permettre de distinguer les énergies d'ionisation qui correspondent à l'arrachement d'électrons de valence versus les énergies d'ionisation qui correspondent à l'arrachement d'électrons de cœur. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça va toujours coûter beaucoup plus cher en énergie pour arracher un électron de cœur qu'un électron de valence. Pourquoi? Ben, les électrons de cœur sont plus proches du noyau et sont donc mieux retenus par le noyau. Alors, magnésium, c'est donc la I3 qui est beaucoup plus grande que la I2, ce qui confirme qu'il y a 2 électrons de valence. Pour l'aluminium, c'est la I4 qui est beaucoup plus grande que la I3 et l'aluminium a donc 3 électrons de valence. OK, on va faire un exercice ensemble. On a ici les 5 valeurs des énergies d'ionisation
pour un élément représentatif qui appartient à la troisième période. On nous demande d'identifier l'élément et de justifier notre réponse. OK, donc à partir des valeurs numériques des énergies d'ionisation, je me rends compte que le grand saut est entre la I5 et la I4. Donc, I5 beaucoup plus grand que la I4. Alors, I5 beaucoup plus grand que la I4, ça nous dit qu'on a 4 électrons de valence. Et l'autre information qu'on a ici, c'est que c'est un élément représentatif. Ce qui signifie que c'est un élément d'un groupe A. Et donc, si on regarde la famille 4A, à la troisième période, on peut identifier l'élément comme étant le silicium. Okay. En B, on nous demande pour ce même élément, calculer le delta de la transformation suivante. On a donc X4+, à l'état gazeux, plus 2 électrons, qui nous donne X2+. Alors, pour déterminer le delta H de cette réaction-là, il faut que je puisse la décomposer en étapes simples pour lesquelles je peux déterminer l'énergie. Alors, je vais décomposer cette réaction-là en commençant par X4+, et à chacune de mes réactions simples, je vais impliquer le transfert de seulement un électron. OK, donc X4+, plus électron donne X3+. Alors, cette transformation, à quoi est-ce qu'elle correspond? On peut remarquer qu'elle est l'inverse de la quatrième énergie d'ionisation. Donc, l'énergie ici va se retrouver du côté droite. Ça va donc être une transformation exothermique. Donc, une fois que j'arrive à X3+, je vais réécrire X3+ dans le réactif et je vais transférer un autre électron, ce qui va me conduire au X2+. Cette deuxième transformation-là correspond à l'inverse de la I3. Donc, l'énergie va être dégagée ici. Et là, je vais faire la somme de ces deux réactions-là, un peu comme si c'était des équations algébriques. Et je m'aperçois que X3+ se retrouve dans les produits pour la réaction 1 et dans le réactif pour la réaction 2. Donc, on cancelle X3+. Et je devrais retrouver là, mon équation globale initiale en plus des valeurs énergétiques. Alors, plus I4 plus I3. Et maintenant, pour calculer le delta H, compte tenu que l'énergie est dégagée ici, elle est dans les produits, bien, ça se traduit par être un delta H qui est égal à moins I4 moins I3. Alors, les valeurs se trouvent dans le tableau. J'ai plus qu'à calculer ça. Et ça va me donner une valeur de moins 7590 kJ par mol. C'est donc une transformation exothermique. Okay. Pour les autres exercices, je vais vous laisser les faire par vous-même et on va corriger ces exercices-là en classe. Parlons maintenant de la quatrième propriété périodique, qui est l'affinité électronique. L'affinité électronique, c'est défini pour la AE1, qui est la première affinité électronique. C'est donc l'énergie dégagée en kilojoules par mol lorsqu'un atome à l'état gazeux capte un électron pour former un anion. Alors ici, j'ai l'équation générale de la première affinité électronique. J'ai donc un élément X à l'état gazeux capte un électron pour donner X-, toujours à l'état gazeux,
et on va libérer une certaine quantité d'énergie qui correspond à la AE1. Alors, l'affinité électronique, la première affinité électronique, va représenter la tendance qu'a un atome à capter un électron supplémentaire. Donc, plus AE1 va augmenter, plus grande va être sa tendance à capter un électron supplémentaire. Alors, si on regarde un peu dans le tableau périodique à quoi ça ressemble la tendance est un petit peu chaotique dans la plupart des familles, sauf quand on arrive à la famille 5A jusqu'à la famille 7A. On voit une nette augmentation de la première affinité électronique, ce qui correspond à une augmentation de la tendance à capter un électron supplémentaire. Okay? Alors, la première affinité électronique est un processus qui est exothermique. Et ce qu'on peut remarquer dans notre tableau ici, c'est que ce sont les halogènes qui ont les plus grandes affinités électroniques. Pour trois éléments dans ce tableau-là, on a pu mesurer la deuxième affinité électronique. Et on se rend compte qu'on a un signe négatif devant les valeurs numériques. Ça symbolise donc que les deuxièmes affinités électroniques sont des processus endothermiques. Et là, il faut faire la distinction. Là. Les premières affinités électroniques sont pratiquement toujours des processus exothermiques, tandis que les deuxièmes affinités électroniques sont au contraire des processus endothermiques. OK, alors je vais faire un exemple d'un calcul de delta H pour une transformation qui implique des affinités électroniques. Alors j'ai soufre à l'état gazeux plus 2 électrons qui nous donnent S2- à l'état gazeux. Ma stratégie, c'est toujours de décomposer en étapes simples. Alors je pars du soufre à l'état gazeux, je lui transfère un électron, ça devient donc S-. Alors cette transformation-là correspond à quoi? Ben, c'est la première affinité électronique. Donc, à ce moment-là, je vais écrire plus AE1 ici, l'énergie qui va être dégagée au cours de cette première transformation-là. Et ensuite, S- va capter un électron supplémentaire pour former le produit S2-. Et cette deuxième transformation-là va correspondre à la deuxième affinité électronique. Donc, je vais mettre l'énergie dans les produits, malgré qu'on sait que ça va être un processus endothermique pour la deuxième affinité électronique. Je vais vous montrer comment on va calculer ça. Alors, je fais la somme de mes deux réactions simples. Donc, on remarque que S- se cancelle, ce qui nous donne en fait l'équation globale, plus les valeurs énergétiques, donc plus AE1 plus AE2. Et là, pour trouver le delta H, encore une fois, puisque l'énergie est indiquée dans les produits, ça se traduit par un delta H négatif. Donc, je prends simplement les valeurs négatives là, de la AE1 et de la AE2. Et donc, je peux aller voir les valeurs numériques là, dans notre tableau. Alors, AE1 pour le soufre, c'est 200 kJ par mol. Et la AE2, c'est égal à moins 649 kJ par mol. Et donc, si je fais le calcul ici, ça me donne un delta H qui est globalement positif, qui est égal à 449 kJ par mol. Donc, globalement, la transformation là, de S à S2- est un processus endothermique. Donc, je vais vous laisser compléter les autres exercices par vous-même. On va les corriger en classe. Parlons maintenant de la cinquième propriété périodique qui est l'électronégativité. L'électronégativité, c'est une propriété périodique unique en soi, puisqu'elle va seulement se manifester quand un atome forme une liaison avec un deuxième atome. C'est donc défini comme la capacité que possède un atome à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison. OK. Et en fait, la tendance de l'électronégativité dans le tableau périodique, là,
va suivre celle de la charge nucléaire effective. Donc, les éléments qui sont en bas à gauche du tableau périodique vont avoir des très faibles électronégativité et cette tendance-là va augmenter là, progressivement quand on va à droite et en haut du tableau périodique. En fait, l'élément le plus électronégatif du tableau périodique, selon l'échelle de Linus Pauling, c'est le fluor avec une valeur de 4.0. OK, donc les valeurs d'électronégativité des atomes qui forment une liaison chimique vont nous permettre de classer le type de liaison chimique impliquée en trois grandes catégories. Par exemple, si je forme une liaison entre deux atomes qui sont identiques, par exemple entre deux atomes d'hydrogène, compte tenu que ces deux atomes-là ont la même valeur d'électronégativité, la liaison covalente qui va résulter va être un partage égal du doublet d'électrons. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi là, une liaison covalente pure. Donc, un partage parfaitement égal du doublet d'électrons. Par contre, si je forme une liaison entre deux atomes dont l'un est plus électronégatif que l'autre, par exemple entre H et F, donc H, on peut voir une valeur d'électronégativité de 2.1, le fluor c'est 4.0. Alors, le fluor va attirer vers lui le doublet d'électrons de la liaison et le doublet d'électrons va passer plus de temps proche du fluor que l'hydrogène. Ça va donner lieu à une polarisation de la liaison et on va représenter ça à l'aide de ce qu'on appelle des charges partielles. Le fluor va donc développer une charge partielle négative qu'on va exprimer sous forme de delta-, et l'hydrogène va développer une charge partielle positive. On a donc ici une liaison covalente polarisée. Alors, liaison covalente polaire, c'est quoi? C'est un partage inégal du doublet d'électrons, puisqu'un électron, il y a un atome plus électronégatif qui va attirer le doublet électron vers lui. OK. Maintenant, si on augmente la différence d'électronégativité entre les deux atomes impliqués dans la liaison, par exemple entre un métal et un non-métal, là, ce qu'on va avoir, ce n'est pas une liaison covalente polaire, mais plutôt une liaison ionique. OK? Parce que là, il y a un atome qui va simplement capter le doublet d'électrons au complet, puis il va y avoir un atome qui va se voir dépourvu d'un électron. Donc, par exemple, si je forme une liaison entre le sodium et le chlore, comme le chlore est beaucoup plus électronégatif que le sodium, il va simplement voler l'électron de valence du sodium et il va se former ce qu'on appelle des charges formelles. Donc, Na+, et Cl-. Et là, la force attractive impliquée ici est simplement une attraction électrostatique. Alors, pour résumer, plus la différence d'électronégativité va augmenter entre les deux atomes impliqués dans la liaison chimique, plus le caractère ionique va augmenter. On ne verra pas d'équation qui va nous permettre de calculer le pourcentage de caractère ionique tout de suite. On va faire ça plus tard, en fait, dans la session. Mais pour l'instant, il faut être capable de comprendre l'évolution du type de liaison chimique qu'on va avoir en fonction de l'évolution de la différence d'électronégativité entre les deux atomes impliqués. OK, donc en résumé, on a vu 5 propriétés périodiques. La première, la plus importante, la charge nucléaire effective, on a vu qu'elle augmente de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. La charge nucléaire effective qui va dicter l'évolution des 4 autres propriétés périodiques. Donc, le rayon atomique, on a vu que c'est la tendance inverse de la charge nucléaire effective. Donc, l'élément le plus volumineux du tableau périodique, c'est le césium. Et l'élément le plus petit du tableau périodique, c'est l'hélium. Ensuite, en ce qui concerne l'énergie de première ionisation, donc on a vu que plus la charge nucléaire effective augmente, plus il devient difficile d'arracher un électron
de valence. Et en ce qui concerne l'affinité électronique, donc, puisqu'on sait que l'affinité électronique représente la tendance qu'a un atome à capter un électron supplémentaire, on a vu que cette tendance-là est seulement vraie pour les non-métaux à partir de la famille 5A jusqu'à la famille 7A. Et on a vu là, que ce sont les halogènes qui ont les plus grandes valeurs de première affinité électronique. Ce sont donc la famille des éléments qui ont la plus grande tendance à capter un électron supplémentaire, à vouloir former un anion. Maintenant, en ce qui concerne l'électronégativité, on vient de voir qu'elle suit la tendance de la charge nucléaire effective, donc augmentation du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Puis, on peut mentionner là, que les électronégativités des gaz rares n'ont pas été mesurées, puisque l'électronégativité, c'est une propriété qui se manifeste quand l'atome forme une liaison avec un deuxième. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.